Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce matin. Les assuétudes aux drogues dures comme aux drogues douces, provoquent un certain nombre de dégâts. Dégâts pour la santé, dégâts sociaux, dégâts psychologiques. Comment limiter ces dégâts? Que faire devant ces assuétudes? Tel est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Il y a en Belgique une institution qui peut aider les personnes qui sont confrontées, soit en titre personnel, soit comme membres de la famille, aux personnes qui sont soumises aux assuétudes de la drogue. C'est l'association Infordrogue qui fête cette année ses 35 ans d'existence. Et à cette occasion, j'ai invité deux des principaux responsables de cette association, en la personne de son directeur, M. Philippe Bastin, et en la personne de son président, le docteur Serge Zombec. Vous êtes aussi responsable, nous en parlerons tout à l'heure, vous êtes aussi responsable d'un service de médico-psychologique à Saint-Pierre, à l'hôpital universitaire Saint-Pierre. Je le disais d'entrée de jeu, M. Bastin, vous fêtez, Infordrogue fête aujourd'hui ses 35 ans d'existence. Alors, au bout de 35 ans, un petit bilan de votre activité, avant d'entrer dans le détail de ce que vous faites. Écoutez, en termes de bilan, je pense qu'après 35 ans, nous sommes toujours là, ce qui est une bonne nouvelle en quelque sorte pour la vie d'une association. Mais nous sommes aussi là parce que, visiblement, on est toujours confronté à ce problème des drogues. Le bilan pour nous, c'est que nous nous sommes développés, nous avons pu ouvrir de nouvelles perspectives d'accueil, d'information, de traitement, pour aider les gens qui sont confrontés à ces problèmes ou qui simplement se posent des questions sur la drogue, sur l'usage de drogue, sur les personnes qui en prennent. Alors, pour répondre aux questions des personnes qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans le quotidien? Parce que beaucoup de gens connaissent le nom Infordrogue, mais on ne sait pas très bien pourquoi on peut faire appel à vous, en quoi vous pouvez apporter une aide morale, psychologique, aux gens qui s'adressent à vous. Docteur Zombec, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux personnes? Infordrogue, en tout cas pour la plupart des gens, c'est une ligne d'abord et avant tout une ligne téléphonique 24 heures sur 24. Donc, c'est important de le dire. Hein. Oui. 24 heures sur 24, on peut vous appeler et quelqu'un décroche au bout du fil. Quelqu'un décroche et vous demande, après les salutations d'usage, le pourquoi de votre appel. Et donc, est à l'écoute, ça veut dire entend, écoute, explique, tente d'orienter. Ce sont, je pense, les tout premiers contacts que le grand public a d'abord avec Infordrogue. Les pourquoi, j'imagine, sont nombreux et divers. Alors, quelles sont les grandes lignes des interrogations que vous posent les personnes qui vous appellent? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Qu'est-ce qu'on nous demande? D'abord de l'information, parce que nous appelons Infordrogue, parce que beaucoup de gens se posent des questions sur ce problème, ce phénomène. Excusez-moi de vous interrompre. Quand vous dites information, ça veut dire qu'on va vous appeler en disant où est-ce que je peux acheter tel produit, ou bien j'ai acheté tel produit, il a plutôt une couleur bleue, est-ce qu'il ne doit pas avoir plutôt une couleur rouge? Nous ne faisons pas encore de tests de produits. Peut-être que ce serait intéressant pour assurer une bonne qualité aux gens qui ont décidé de prendre des produits, mais nous n'en sommes pas là. Et vous ne donnez pas non plus l'information sur les moyens de trouver les substances stupéfiantes? Non, puisque c'est de toute façon un achat qui est illégal, quand il s'agit de drogues illégales, bien sûr. Donc nous ne sommes pas là, évidemment, pour enfreindre la loi et pour donner ce genre de renseignements. Non, ce sont des questions concernant les produits, concernant ceux qui en prennent, comment repérer que quelqu'un prend des drogues. Leur dangerosité? Leur dangerosité.
des adresses de traitement, comment faire pour en sortir, comment gérer une situation en famille, voire des appels de crise carrément ou d'urgence. Je veux dire, tout éclate dans la famille, il y a eu une dispute et compagnie à propos de la drogue, et donc quelqu'un nous appelle parce que ce n'est plus possible. J'imagine qu'un des appels un type d'appel que vous devez recevoir périodiquement, relativement souvent, c'est une maman, un papa, des parents qui observent que leur enfant semble avoir utilisé des substances stupéfiantes et qui vous demande comment réagir. Mon gamin est revenu avec un joint à la maison, qu'est-ce que je vais faire? Je lui envoie ma main dans la figure ou bien je le traite autrement? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'imagine que ce sont des questions qui reviennent très souvent dans votre pratique quotidienne. Certainement. Je pense que ça se situe pas comme ça. Quand vous évoquez la maman ou le papa qui interrogerait un fort-drogue pour savoir quoi faire, c'est déjà une chose extraordinaire. C'est surtout un moment de panique. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Est-ce que ce que j'ai repéré... est-ce que c'est vraiment de la drogue? Est-ce que c'est vraiment de la drogue? Est-ce que ce que je suppute depuis si longtemps, je dois m'en inquiéter maintenant? Et donc, je pense qu'ils nous offrent d'une certaine manière, à rentrer dans leur intimité pour voir mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que maintenant nous devons nous inquiéter probablement plus d'un comportement, d'un malaise généralisé dans une famille? Je veux dire, et la drogue est souvent le prétexte à ce contact, et donc je pense qu'il est important pour nous de répondre au niveau de ce qui nous est demandé, à savoir, si on nous demande est-ce qu'il faut intervenir tout de suite, il ne faut pas dire écoutez, on va d'abord se rencontrer, puis on verra. Il faut répondre à la détresse, parce que c'est souvent la détresse qui incite les personnes à téléphoner. Mais la rencontre a quand même lieu. Vous invitez, par exemple, parents et enfants, ou la maman et le fils ou la fille, à venir chez vous, à un fort-drogue, et vous parlez avec ces personnes. Oui, bien sûr. Dialoguer. Nous avons un service de consultation, donc à un moment donné, on ne peut pas tout résoudre au téléphone, surtout des situations très compliquées, évidemment, ce serait trop beau, trop simple. Donc, à un moment donné, bien sûr, nous disons, voilà, il faut prendre plus de temps, essayer de se comprendre, venez en parler, parce que parfois le dialogue est rompu, et donc nous pouvons être un premier sujet de réamorce du dialogue entre un enfant et ses parents. Cela dit, nous faisons venir chez nous, nous travaillons sur l'ensemble de la communauté française, donc on va réorienter les gens qui n'habitent pas Bruxelles, évidemment, on va les réorienter vers l'endroit le plus proche, l'endroit de consultation le plus proche dans leur région, bien sûr. Oui, oui. Vous avez des points d'ancrage dans quelle grande ville? À part Bruxelles? Directement, un fort-drogue n'a pas d'autre antenne, si vous voulez, mais nous travaillons avec des institutions qui sont des collègues que nous connaissons bien et vers lesquelles on peut réorienter en toute confiance. Ou avec des confrères psychiatres du docteur Par Horbeck, exemple, j'imagine. Oui, vers des hôpitaux, des centres de santé mentale, des centres spécialisés en assuétude. Alors justement, assuétude, nous avons parlé des drogues, mais il y a d'autres types d'assuétude. Par exemple, est-ce que l'assuétude à l'alcool est quelque chose sur quoi on vous interroge? Sur l'alcoolisme, est-ce que je sais qu'il y a d'autres associations qui sont plus spécifiques pour ce type de produits stupéfiants-là, parce que l'alcool est quand même un produit un peu stupéfiant. On ne s'adresse pas à vous pour l'alcool, en général. Ça vient de plus en plus dans les appels, parce que je pense que quand même les gens, à force, font le lien entre, tiens, est-ce que l'alcool, ce ne serait pas une drogue quand même, une partie du public, bon. Donc, bien sûr que nous retrouvons ces appels, ou alors des gens qui prennent des drogues et qui consomment aussi de l'alcool, je dirais, en plus, ou à côté, ou pendant. Mais cette question-là monte. Cela dit, on est encore dans un mode d'approche de ces questions-là dans notre société qui est excessivement clivé. Et beaucoup de gens quand même préfèrent se dire l'alcool c'est pas de la drogue, donc je n'ai rien à voir avec ces histoires de drogués, de toxicomanes. Et il y a un grand travail à faire de ce côté-là, et on essaye petit à petit maintenant d'amorcer aussi une ouverture vers ces questions d'alcool. Alors j'imagine qu'une des questions qui revient souvent dans les dialogues que vous avez avec vos interlocuteurs, c'est est-ce que la drogue, on peut en sortir? Je m'adresse plutôt aux médecins, là. Est-ce qu'on peut en sortir? Est-ce que les gens qui disent, voilà, je me drogue, tous les week-ends, je fume des marijuana, enfin, je ne connais pas bien les noms des substances.
Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je peux m'arrêter? J'imagine qu'on vous pose ce type de questions. Oui, on nous pose même des questions plus précises à ce sujet, parce que quand vous évoquez, par exemple, je prends un joint tous les week-ends, est-ce que je peux m'en sortir? Je pense que celui qui nous téléphone se pose plutôt la question de savoir est-ce que c'est dangereux et est-ce que je vais rentrer dans quelque chose? Et donc toute la question... Est-ce que je risque de tomber dans un truc plus grave? Parce que la drogue, c'est un produit. Prendre un produit, c'est un comportement qui a, je dirais, au moins 2-3 facteurs, je dirais, qui convergent, à savoir un produit qui peut être plus ou moins dangereux, plus ou moins, et avoir plus ou moins d'effets sur telle ou telle fonction. Et puis il y a bien sûr l'individu qui va réagir de manière très diverse à la prise d'un produit. Toutes les personnes qui boivent ne réagissent pas, par exemple, à l'alcool de la même manière. Donc les questions, c'est pas aussi... je veux dire, les gens qui téléphonent, ils ont déjà étudié un peu la question. Ils se sont posés des questions et donc ils la formulent, soit du côté de la dangerosité de tomber dans quelque chose, ou bien pour les parents, est-ce que ce qui se passe, je dois m'en inquiéter au point d'emmener mon enfant à la garde de l'hôpital et qu'on l'hospitalise tout de suite, ou bien effectivement, comment m'en sortir, comment puis-je l'aider à s'en sortir. Il y a des personnes qui téléphonent à Infodrogue après avoir tenté diverses solutions pendant des années durant. Donc Infodrogue reçoit aussi des appels de personnes qui sont perdues malgré des traitements. Donc à la question peut-on s'en sortir, nous pouvons accompagner, nous pouvons aider. Il y a effectivement un certain nombre de choses que nous pouvons faire avec les personnes qui demandent ou qui appellent à l'aide, oui bien sûr. Oui, il y a aussi la connaissance des substances. Au début de l'émission, j'ai parlé de drogue douce et de drogue dure. Sur la foi de ce que j'ai lu dans la presse. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette distinction. Et par exemple, où placer une drogue qui est apparue relativement récemment, l'ecstasy, où la placer parmi les drogues douces ou parmi les drogues dures. Nous savons, encore une fois, c'est la presse qui nous le dit, nous savons que beaucoup de jeunes, dans les boîtes de nuit, dans les lieux où l'on danse le vendredi et le samedi soir, se voient proposer ce type de substance, et certains, bien entendu, ne la refusent pas et en consomment. Alors, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est une drogue dure? On a coutume dans le secteur des traitements des toxicomanies ou de la prévention des toxicomanies depuis déjà de nombreuses années, de ne plus qualifier de dur ou de douce les produits eux-mêmes, et comme je l'évoquais il y a quelques instants, mais plutôt les consommations. Il y a des manières de consommer qui sont dures ou douces, quelle que soit la plupart des substances. Il y a des fumeurs de cannabis, je veux dire, dépendants de leur addiction, qui fument du matin au soir et de manière continue. Et il y a effectivement des consommateurs de cocaïne qui consomment de manière totalement épisodique et tout à fait cadrée. Et donc, là où on parle, dans un premier temps, de danger, bien sûr, je veux dire, l'overdose existe, et prendre trop d'héroïne et prendre trop de cannabis, c'est pas la même chose. Les effets vont être effectivement à des niveaux comme ceux-là totalement différents. On meurt d'une overdose d'héroïne, on n'a jamais rencontré le moindre décès avec une consommation de cannabis. Mais effectivement, quelqu'un qui consomme de manière permanente un produit qui a l'air pour certains anodin se trouve dans un état de dépendance qui peut être très dangereux et qui peut effectivement altérer ses relations aux autres, ou sa vie sociale, ou sa vie professionnelle, autant qu'un autre produit. Pourtant, on sait que les gens qui consomment de l'héroïne en consomment de façon quotidienne, et je dirais presque qu'il est visible dans leur comportement qu'elles consomment de l'héroïne, comme quelqu'un qui a bu trop d'alcool, c'est visible dans son comportement, ça se voit, ça s'observe, alors que peut-être pour des drogues plus communes, marijuana, etc., on ne voit pas dans le comportement de celui qui a consommé des faits extérieurs très nets, très visibles. Je vous arrêterai un peu là. D'accord, je me trompe parce que, sur ce point. Par exemple, la consommation d'héroïne, effectivement, il y a une action extrêmement puissante de sédation, d'euphorisation, mais momentanée. L'action est relativement courte et pendant, je dirais, de longues heures, le consommateur d'héroïne, pour peu qu'il ne consomme pas autre chose, pour peu qu'il soit en bonne santé, va apparaître dans son comportement à peu près de la même... à l'identique. Va paraître normal. Par contre, quelqu'un qui boit de grosses quantités d'alcool, il va mettre très
très longtemps à le métaboliser, il va être ivre pendant de nombreuses minutes, de nombreuses dizaines de minutes, de nombreuses heures. Et là, on va pouvoir remarquer dans la longueur de son intoxication des effets beaucoup plus importants. Mais il est vrai que l'héroïne, par la manière dont il agit sur les neurones, et aussi sa demi-vie, c'est-à-dire que le consommateur d'héroïne, il a un effet non seulement extrêmement rapide, mais très rapidement... Et très fort, je pense. Très fort, et très rapidement, il va se retrouver, après quelques jours, quelques semaines, dans un état de dépendance, avec un état de manque qui, lui, sera très douloureux et qui va indiquer un comportement de recherche du produit qui, effectivement, est très différent de ce qui se passe avec l'ecstasy ou avec le cannabis. Et ça va rendre le comportement dont vous parliez, ce n'est pas tellement le comportement sous l'effet du produit, mais le comportement sous l'effet du manque du produit qui va être très différent. Mais bien sûr, là, on peut rentrer dans un autre chapitre, à savoir que l'héroïnomane, il va rechercher de l'héroïne, drogue illégale, dans la rue, auprès d'un dealer, dans la mafia. Enfin, je veux dire, il va fréquenter la mafia. Celui qui est en manque d'alcool, il va aller au café du coin ou au GB, et son comportement sera relativement conforme à ce qu'on attend d'un acheteur de GB. Oui, et puis c'est le fait d'acheter une bouteille de whisky, c'est autorisé. Ce qui n'est pas autorisé, c'est de prendre sa voiture quand on a bu 4 whisky ou d'ennuyer les gens à la rue. Mais sinon, c'est complètement autorisé. Il y a même une époque où la loi imposait que l'on achète plusieurs litres d'alcool. Enfin, nous n'allons pas revenir sur la loi de 21, la loi de Van der Velde. Vous disiez, la personne qui prend de l'héroïne souffre, est dans un état de douleur. Est-ce une douleur d'ordre psychologique ou bien une douleur physique? Les deux. En ce qui concerne l'héroïne, c'est les deux. Et donc, c'est bien sûr quand il est en manque de ce produit, pas quand il consomme. Hein, bien sûr. Dès l'instant où les effets ne se font plus sentir, exactement. La personne a besoin... Dès qu'il devient dépendant, effectivement, l'arrêt, la diminution du taux d'héroïne dans son sang, et donc au niveau de ses neurones, dans son cerveau, fait qu'il souffre. Et il souffre psychiquement, parce que ça donne de l'angoisse, ça donne de la dépression, mais aussi, il souffre dans son corps, parce qu'il y a des récepteurs à l'héroïne comme homorphiniques, des récepteurs naturels d'ailleurs du corps humain, dans beaucoup d'organes, pas uniquement les fonctions supérieures, mais par exemple le tube digestif, le foie, etc. Mais par exemple le manque d'héroïne se manifeste par des diarrhées, des crampes neuromusculaires, des symptômes physiques extrêmement douloureux, donc qui nécessitent généralement soit qu'on les interrompe par une prise de drogue, soit un traitement, parce que ce serait inhumain de laisser quelqu'un souffrir à ce point. J'allais poser la question à Philippe Basselin. Est-ce qu'il y a des gens qui vous téléphonent en disant « Voilà, j'ai pas d'héroïne, je suis en manque, aidez-moi, venez à mon secours, donnez-moi la drogue ou donnez-moi un substitut, c'est-à-dire la méthadone, substitut de l'héroïne ». Est-ce que ça arrive ? Bien sûr. Est-ce que vous devez vous rencontrer relativement souvent cette situation ? Ça arrive moins que par le passé, parce que nous avons connu des époques où à la fois la méthadone était disponible, mais de façon excessivement difficile. Et donc nous avions des appels, parce qu'il n'était pas facile à certaines heures du jour ou plutôt de la nuit pour un toxicomane de trouver de la méthadone. Maintenant, la prescription est quand même est légale, et donc ça permet évidemment un relais beaucoup plus rapide. Mais nous avons ce genre d'appel, et on a aussi, je dirais, dans ces dispositions, le fait de pouvoir s'adresser maintenant à des structures qui peuvent prescrire excessivement rapidement pour soulager d'une part, comme le disait Serge Zombec, la douleur, le manque, etc. Et surtout, prescrire de la méthadone à quelqu'un qui est en difficulté permet aussi de lui éviter de retourner, en tout cas à ce moment-là, vers le trafic, vers des pratiques beaucoup plus dangereuses. Donc, on tombe là aussi dans une approche tout à fait sanitaire, santé publique de la question, c'est-à-dire préserver le plus possible la santé de la personne, qu'elle soit toxicomane ou non. Est-ce que le recours à ces produits de substitution, par exemple à la méthadone pour l'héroïne, est-ce que cela a des effets positifs dans le long terme? Je veux dire, est-ce que le fait de prendre la méthadone et d'abandonner complètement l'héroïne permet à une personne qui est en état d'assuétude à l'égard de l'héroïne de s'en passer au bout d'un certain temps? Est-ce que dans votre pratique, vous avez observé cela? On l'observe pas de la même manière. Pas systématiquement. Mais
comme l'a dit Philippe, la première chose par rapport à l'héroïne, et c'est très très typique de l'héroïne, c'est, je dirais, la disponibilité au niveau du produit, au niveau des neurones. Je m'explique, l'héroïne, il faut, si on ne veut pas être en manque, il faut en consommer toutes les 3-4 heures. La méthadone, elle se prend par la bouche, donc on ne se l'injecte pas, c'est un comprimé, ou c'est une gélule, ou c'est du sirop, et on peut se contenter de n'en prendre que toutes les 24 heures. Ça veut dire que l'horizon de l'usager de drogue s'ouvre immédiatement, il est tranquille pour 24 heures, il peut de nouveau aller à un rendez-vous, il peut de nouveau honorer un rendez-vous, parce que ce qui se passait dans le temps, c'est que l'héroïnomane en détresse téléphone à un fort drogue en pleine nuit, et on lui dit, mais qu'à cela ne tienne, demain matin, vous téléphonez à l'hôpital, au service Intel, et vous prenez rendez-vous. Déjà, il faut que le matin, l'héroïnomane ne soit pas dans un manque terrible, en train de rechercher sa drogue dans les rues de Bruxelles. Il faut, pour téléphoner et pour avoir un rendez-vous, il faut d'abord être en état de le faire. Et puis, il obtient un rendez-vous 10 jours plus tard. Comment et dans quel état sera-t-il pour honorer le rendez-vous? Avec la méthadone, on peut recommencer à avoir un rythme qui permet de rencontrer des personnes, ne fût-ce qu'un thérapeute, ne fût-ce qu'un médecin, et à ne plus courir. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième, effectivement, c'est qu'il retrouve un certain nombre de repères, les repères temporels, bien entendu. Il peut de nouveau avoir un ictémère normal, dormir la nuit et vivre le jour. Et effectivement, sous méthadone, on a des patients qui travaillent, qui vivent en famille, qui ont retrouvé une vie sociale totalement conforme à celle que vous avez, que nous avons tous. Le problème qui peut se poser, c'est de savoir jusqu'à quel moment ce produit est nécessaire. Et ça, c'est tout un travail qui n'a rien à voir, nous semble-t-il, depuis longtemps avec le produit et le neurone, mais aussi avec... On me dirait, ça se passe aussi dans le psychisme, et ça a aussi un support biologique, mais qui a à voir avec la psychologie, qui a à voir avec d'autres, je dirais, aspects de la prise de drogue. Si on limitait la drogue ou les problèmes de drogue à un produit, un neurone, on aurait déjà résolu tout ça depuis longtemps. Lorsque nous avons préparé l'émission, vous avez évoqué quelque chose qui me paraît tout à fait essentiel et extrêmement important, c'est le fait de prévenir, notamment les personnes qui travaillent dans les institutions hospitalière, de prévenir que des patients qui sont soumis à des assuétudes comme l'héroïne, etc., demandent une vision médicale et un suivi tout à fait différent du patient ordinaire que vous êtes et que je suis. C'est vrai que nous avons fait, je pense par exemple à l'hôpital Saint-Pierre, ce qu'un Fort Drogue fait depuis 35 ans, c'est-à-dire informer non seulement le public, mais également les professionnels. Je pense qu'un Fort Drogue est confronté aussi aux demandes des professionnels, les éducateurs, pas rien que les parents, les éducateurs, les enseignants, un certain nombre de gens, à la dimension drogue. Et dans les hôpitaux, de manière tout à fait étonnante, même dans les services les plus sophistiqués, on utilise la morphine, on utilise les stupéfiants depuis longtemps pour soulager la douleur. En anesthésie. En anesthésie, on a été frappé, et on est encore parfois frappé de cette défiance vis-à-vis de produits qui sont tout compte fait similaire. La morphine, l'héroïne, c'est une molécule un peu qu'on y ajoute et on passe de l'un à l'autre sans problème. Et pourtant, les somaticiens, pour eux, la drogue, ils ne connaissent pas. Et dès lors, ils ne comprenaient pas bien, jusqu'à il y a quelques années, le comportement de ces patients qui arrivent et qui foutent le bordel, excusez-moi l'expression, qui sont là et qui demandent des médicaments parce qu'ils ont l'air d'exiger même des médicaments. Si on ne leur dit pas à ce personnel qu'ils sont en manque, ce que c'est le manque, ce que c'est, je dirais, la dynamique d'un produit comme l'héroïne, eh bien, effectivement, ils sont insupportables, ce sont des manipulateurs, ils demandent tout le temps des produits, voilà ce qu'ils sont, les toxicomanes, alors qu'en fait, ils sont en manque et il suffit d'aller vers eux avec cette connaissance pour, je dirais, dédramatiser, même à l'intérieur des institutions de soins les plus sophistiquées et les plus universitaires. Moi, j'ai une conviction, et je vais vous demander de la critiquer, ou au moins de l'évaluer. Je pense que beaucoup de l'attrait pour les drogues tient à la curiosité et à l'interdit. Et je me dis, si on levait l'interdit, et si la drogue était dispensée, par exemple dans les pharmacies, sur, bien entendu, ordonnance médicale, beaucoup de jeunes ne seraient plus du tout tentés de tirer sur un joint ou de consommer dans les boîtes de nuit de l'ecstasy, et l'usage des produits extrêmement dangereux serait finalement réduit à une proportion extrêmement minime
de la population. Est-ce que ma vision est une vision totalement délirante? Est-ce que cette levée de la prohibition, vous y souscrivez, ou bien est-ce que c'est une attitude tout à fait dangereuse et peut-être un peu irraisonnée? Qu'en pensez-vous à l'égard de cette proposition? On a vu aux États-Unis, la consommation alcoolique du temps de la prohibition était énorme. Et on se dit peut-être, la consommation de la drogue et l'attrait, la curiosité pour le produit est très grande parce que le produit est interdit, parce qu'il enrichit, il fait les fortunes d'un certain nombre de personnes qui n'ont aucun scrupule. Dès lors qu'il n'y a plus cet interdit, il n'y a plus cette curiosité, ces héroïnes, ces morphines, ces opiums seront réservés à une toute petite catégorie de la population. Est-ce que c'est un rêve fou, celui que je vous présente ? Ce n'est pas un rêve fou, c'est un rêve parce que je ne sais pas si on pourra y arriver un jour vu la lenteur avec laquelle les mentalités évoluent. Il y a des pays quand même qui ont essayé. Il me semble que la Suisse, ou certaines villes de Suisse pratiquent une politique d'anti-prohibition, si j'ai bon souvenir. Mais par rapport à l'idée de transgression des règles et de curiosité, je pense que c'est une part, et probablement une part... Beaucoup d'entre nous, on commence à fumer à 15-16 ans. Pourquoi? Parce que papa a dit « et tu ne fumeras pas, mon garçon ». Et comme on est en révolte contre son père, clac, c'est important ce que on vous prend dites. sa belle garde. Donc ça veut dire que la transgression n'a pas besoin de loi et que papa peut continuer sans que ce soit interdit légalement à dire « tu n'en prends pas ». Et ça fabrique, je dirais, les ingrédients d'une bonne curiosité. On n'a pas besoin de loi pour rendre curieux un enfant ou un jeune qui doit de toute façon, il y a d'autres comportements qui sont risqués, qu'on lui interdit et qu'il va quand même essayer. Et ça fait effectivement partie de la construction de la personnalité du sujet. Par contre, là où nous vous rejoignons, mais peut-être pour d'autres raisons, des raisons sanitaires particulièrement, c'est qu'une drogue qui est illégale, il y a des raisons sociales aussi. Oui, mais il n'y a aucun contrôle dessus. Bien sûr. Les raisons sociales, c'est bien entendu que ça coûte cher et que si ça coûte cher, on se ruine. Des délits. Et les gens commettent des délits. Enfin, il y a une série de choses qui, effectivement, mettent l'usager de drogue, et là on pense à l'usager de drogue, même l'usager de drogue récréative. Celui qui fume un joint, il est dans l'illégalité s'il est mineur, il est dans l'illégalité s'il a plus de 3 ou 4 grammes sur lui. Enfin, il prend des risques, et il prend des risques importants, parce que se faire arrêter, se faire condamner, enfin bon... Et donc, et aussi pour la santé, bien entendu, les produits qui sont en vente ne sont absolument pas aussi contrôlés que les produits, on le rappelle, même le tabac, je veux dire, on a un contrôle sur le tabac. Même s'il est mauvais, on peut le rendre le moins mauvais possible. L'alcool, on peut le titrer. Les drogues, comme celles dont on parle, qui se baladent dans les fêtes et où nos jeunes, que nos jeunes fréquentent, eh bien, ces drogues-là, je veux dire, on vous les propose, vous les prenez en toute confiance, vous ne savez absolument pas ce que vous prenez, d'où accident et déconvenus. Eh bien, je vous remercie pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui, Philippe Bastin, docteur Zombec. On n'a pas épuisé tout le sujet, mais dans les 25 minutes qui nous sont imparties, c'était presque impossible. Bon anniversaire à Infordrogue. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup.